j'espère que vous allez bien. Nous voilà en live sur cette première du Backpacker, le Backpacker exactement. Alors, le live Backpacker, c'est quoi? C'est une série qu'on a voulu un petit peu concevoir comme à la Netflix avec plus de 9 épisodes qu'on a dévoilés. Je vous cache pas qu'il y aura beaucoup de surprises durant cette année. Et le but, c'était de promouvoir l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, pour ceux qui le savent, WeVoo, c'est uniquement un concentré de gens qui font du produit, des product people, pardon, et qu'on recrute avec l'envie de promouvoir vers l'entrepreneuriat. Donc en gros, cette série événement lance le début de notre startup studio. Et donc du coup, on voulait faire bénéficier à tout le monde, à tous les gens en France qui veulent se lancer, que ce soit des product people, des personnes qui font du commerce, des personnes qui sortent d'études. On voulait leur donner le moyen d'avoir un accès divertissant à comment je peux me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, premier sujet, le sujet est le lancement, comment et quand y aller. Et nous avons lancé du coup l'intégralité de cette saison en partenariat avec Madines, qui d'ailleurs sort aujourd'hui un livre, on y reviendra juste après. Je voudrais remercier du coup l'intégralité des gens qui ont rendu ce live possible. Ça a été un mois de travail, on parle de lancement. Le fait de se dire il y a un mois il faut se lancer et faire ce projet, c'était presque un petit projet entrepreneurial dans le projet, j'allais dire plus large de diffusion de WeVoo. Et donc voilà, donc jingle pour Madines, on lance le live Backpacker. Vous saviez que 40% des entreprises échouent dans les 5 premières années qui suivent leur création? Et oui, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis près d'une décennie, Madines suit les entrepreneuses et entrepreneurs français, les projets qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, et nous en avons tiré des enseignements. Pour aider celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, nous avons créé Backpack, notre guide de l'entrepreneuriat. Imaginé à l'origine comme un annuaire de conseils et d'outils, nous avons cette année complètement repensé le format pour l'enrichir et vous accompagner pas à pas dans votre aventure entrepreneuriale. Backpack cette année, c'est un guide complètement repensé, avec un contenu enrichi et une maquette retravaillée. Au programme, 7 chapitres qui reprennent les fondamentaux de la création d'entreprise. Financement, démarches administratives ou encore images de marque. Retrouvez aussi des interviews, des fiches pratiques, des témoignages d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs. Prenez part à l'aventure Backpack. Voilà, merci Madines de nous avoir fait confiance et d'avoir accepté ce partenariat. Je pense qu'on sera relayé pendant toute l'année. Alors, certains l'ont vu sur les réseaux sociaux. On a un peu repeint la toile là, ces derniers jours. On a lancé une grosse campagne de com pour dévoiler un petit peu notre programmation. Donc, on aura à la fois des entrepreneurs magnifiques, mais également des gens qui gravitent autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour le lancement, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Maëva Tordo, qui du coup dirige la Blue Factory de l'ESCP. Enchantée, ravie d'être là. Et également mon ami et entrepreneur Alexandre Bonetti, qui a monté une super entreprise qui s'appelle Simple et Beau. Salut Thibaut. Je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous connaissez, je pense. Tout à fait, on se connaît de nos débuts finalement. Alors, on y reviendra juste après, mais il me semble que si je ne dévoile pas trop de choses à notre public, Alexandre a démarré son entreprise en passant dans les prémices de ce qu'était l'incubateur ESCP. Exactement, il a commencé à la Blue Factory et moi aussi. Ok, donc voilà, vous avez exactement le pourquoi du comment. Nous avons ces 7 entrepreneurs et cette formidable personne qui lance des entrepreneurs. Alors, pour vous dire, quand on a préparé l'émission, elle a été très humble. Je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle faisait. Elle m'a pas du tout dit. Alors, je prends mes notes. Elle avait aidé à lancer Welcome to Jungle, Make Sense, Ticket for Change, Yumiam, Dashlane. Non, elle est restée très humble en mode oui, j'aide des entrepreneurs à démarrer. En tout cas, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. Vu que vous connaissez, pour mettre un petit peu de piment dans cette émission, je vais vous demander de vous décrire en 3 mots. Mais par contre, c'est Maëva, c'est toi qui vas décrire Alex en 3 mots et Alex, c'est toi qui vas décrire Maëva en 3 mots. Vous connaissez. Alors, je dirais entier, sympa et pragmatique. Oh, Cool. sympa. Faut que je sois sympa là. Ouais. Alors moi je Obligé. dirais... non, moi je dirais rayonnante, Oh. entraide et fleur.
Pas mal, pas mal. Fleur. Alors pour ceux qui... tu veux peut-être expliquer pourquoi fleur? Simplement porter une fleur dans les cheveux pendant très longtemps, et notamment à l'époque où j'étais à la Factory. C'était joli. Ok, bon, super. Alors du coup, on va aborder dans cet épisode, du coup, je vais vous laisser vous présenter, bien évidemment. Le but, c'est de désacraliser le lancement d'une boîte. On va pas être sur des concepts, on va pas être sur le financement, etc. On va revenir vraiment aux prémices de qu'est-ce qui fait qu'on se lance, qu'est-ce qui nous empêche de nous lancer, les freins, quels peuvent être les bonheurs qu'on imagine également dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, je vais vous laisser quand même vous présenter et dire à notre public qui vous êtes. Maëva, est-ce que tu veux te présenter? Avec plaisir. Donc moi je suis Maëva Tordo, je dirige l'incubateur de l'ESCP qu'on appelle la Blue Factory. Mon travail, c'est vraiment d'accompagner au début, ce qu'on appelle les primo-entrepreneurs, donc de mettre en place des programmes à destination d'entrepreneurs qui sont soit au stade de l'idée et du prototype, stade des premières ventes, et puis ensuite dans la croissance, parce que finalement, même quand on fait grandir sa boîte, c'est tout le temps les premières fois. Et donc voilà, le but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à redécouvrir la dynamique intrinsèque qu'est la démarche entrepreneuriale, qui est vraiment quelque chose de très naturel et pas une méthode à apprendre. Ok, génial. Alors, question que je me pose, est-ce qu'il faut avoir fait le SCP pour rentrer dans la Blue Factory ou quelqu'un dans notre public qui a envie de lancer sa boîte peut venir te voir et venir dans ton incubateur? Non, aujourd'hui, il faut avoir fait l'ESCP, sachant qu'on est une école européenne, on est dans 5 villes dans le monde et il y a 52 programmes, donc il y a vraiment quand même beaucoup de possibilités. Ou alors de rencontrer un ESCP avec qui s'associer. Et après, on est en train de mettre en place beaucoup de masterclass et d'outils qui seront à destination de tout le monde. Donc en réalité, on peut me contacter et après, je trouve le moyen d'orienter les entrepreneurs, sachant que pour rajouter ça, je suis aussi au bureau d'une association qui s'appelle La Boussole, qu'on a créée il y a 3 ans et qui fédère 80 accompagnateurs en France. Donc du coup, on a un réseau de 80 accompagnateurs vers lesquels on peut vous réorienter. Donc conclusion, oui bien sûr, on peut me contacter et je trouverai le moyen de soutenir les personnes. Ok, trop bien, super. Alex? Yes, écoute, Alexandre Bonetti, j'ai 33 ans, je suis ingénieur de formation. Je suis l'heureux papa d'un petit gars depuis 4 mois et l'heureux fondateur aussi de Simple et Beau, qui est devenu en quelques années l'agence web la mieux notée de France d'après Google et Trustpilot, après des virages divers et variés dont on aura l'occasion de parler. Ok, top. Alors, on va lancer le débat. Alors, le but, c'est peut-être de revenir, Alex, sur les débuts de Simple et Beau. Je partage juste à nos auditeurs ce qui peut faire un frein à l'entrepreneuriat. Je l'ai lu dans plein d'articles en préparant cette émission. On peut citer le manque de temps, le manque de financement, les procédures administratives, le faible réseau, la peur du risque, le rythme de vie, l'absence de motivation. Je voulais pas forcément démarrer par des freins, mais parce qu'en fait, quand je les ai lus, je me suis dit, est-ce que c'est pas des excuses qu'on se donne et qu'on veut lister pour ne pas se lancer? Toi, qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans l'entrepreneuriat quand tu as démarré? Écoute, moi, j'ai toujours été... ça va manquer un peu de passion, ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Moi, j'ai toujours été très cartésien dans mes choix. Et donc, j'ai pris un tableau, j'ai mis mes objectifs de vie, je les ai pondérés. Et au final, entre être salarié et être entrepreneur, c'était entrepreneur qui gagnait parce que je pouvais choisir mes collègues. Je pensais pouvoir être libre, c'était ma motivation première. Je voulais une chance de vraiment cartonner et être stimulé de façon très importante. Voilà. Et donc sur ces critères, c'était l'entrepreneuriat qui gagnait en fait, sur tous les plans. Il y avait la peur de l'échec. C'était mon principal frein, personnellement, parce que c'est la peur du regard des autres, la peur... on nous disait qu'il y avait plein de startups qui se plantaient, 9 boîtes sur 10. Faut quand même être un peu fou pour se lancer dans un truc où tu as 9 chances sur 10 de te planter. C'est ce que je pensais au début, mais finalement, les bonnes rencontres de Maëva, notamment, de mes associés, et cette réflexion un peu cartésienne m'a fait dire qu'il fallait y aller. Ok, alors avant de parler de la rencontre justement avec Maëva, je voudrais revenir peut-être à un temps avant que tu te lances, c'est-à-dire qui est Alexandre juste avant de se lancer, c'est-à-dire
alors je le sais un petit peu, mais il me semble que globalement, tu es passé par la défense, etc., que tu étais étudiant. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Parce qu'il y a des motivations, mais il y a aussi peut-être un terreau, tu vois, fertile qui te propulse vers l'entrepreneuriat. T'étais qui juste avant de te lancer? Alors moi, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. J'ai plutôt des gens qui ont fait des boulots dans des grosses boîtes, voilà. Et donc j'ai suivi cette voie au début, j'ai fait un parcours classique, école d'ingénieur, j'ai fait tous mes diplômes, etc. Et puis j'ai suivi la voie qu'on m'a dit de suivre en fait, un peu bêtement. Je suis allé à la défense faire de l'audit et puis du conseil, etc. Et la réalité, c'est que j'étais pas hyper épanoui. J'avais l'impression d'être un mouton qui allait à la défense dans ces longs couloirs à suivre tout le monde. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir choisir avec qui je voulais bosser, pour qui je peux bosser, etc. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, je n'ai pas fait tous ces sacrifices sur les études pour faire quelque chose que j'aime pas. J'ai mon parachute, je saute dans le vide. Voilà, c'est comme ça que le raisonnement s'est fait. Ok, génial. Et alors, petite question, parce qu'en interviewant pas mal d'entrepreneurs, il y a un peu deux courants de pensée là-dessus. Est-ce que quand tu étais petit ou adolescent, tu sentais en toi quelque chose qui allait t'attirer vers la création d'entreprise? Est-ce qu'autour de toi, ton entourage pouvait un peu te dire tu créeras ta boîte, on a le sentiment que tu vas être un leader, tu vas être quelqu'un qui va entraîner les autres? Ou justement, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé au moment où il y a eu un déclic et tu t'es dit allez, je saute dans le vide? Alors moi, non, pas du tout. Il y en a beaucoup, je pense, qui refont l'histoire aussi a posteriori. Mais en toute honnêteté, non, moi, à aucun moment quand j'étais petit, je me suis dit que je voulais être entrepreneur. Je voulais être le boss, ça c'est clair. Je voulais être manager. J'avais de l'ambition, mais j'avais pas cette idée de créer ma boîte du tout. Je voyais les professionnels indépendants autour de moi, il y en avait pas mal qui bossaient comme des chiens, et je me suis dit que jamais je me mettrais à mon compte. Mais finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc non, c'était pas inné, ça a été plus un déclic quand je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait promis dans le conseil, dans l'audit, en fait, c'était pas du tout ce que je m'imaginais. Ok, ouais, alors c'est vrai que de temps en temps tu peux avoir ce que moi j'appellerais pour mon cas peut-être la goutte d'eau, tu vois, où il y a un moment, il y a un événement. Alors moi, pareil, je bossais à la défense où j'ai eu une engueulade avec un de mes boss où en fait je sentais que j'aimais pas qu'on me parle comme ça et voilà, et ça a lancé un déclic, mais en fait c'était une goutte d'eau, c'était un petit événement. Alors du coup, tu as rencontré Maëva à la Blue, comme tu l'appelles, alors Blue Factory. Toi Maëva, toi qui rencontres, tu m'as montré du coup un petit peu le petit bouquin que tu as ramené, je crois, Oui. de la Blue avec toutes les boîtes qui sont sorties justement de l'incubateur. Je trouve pas mes mots. Quels sont selon toi les bons ingrédients à avoir en tant que personne pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Vu que tu vois un panel d'entrepreneurs de manière régulière, est-ce que pour toi, il y a une recette miracle? Est-ce qu'il y a des bons ingrédients? Est-ce qu'il y a un terreau à avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors c'est une question très difficile que tu Oui, poses. oui, c'est fait exprès. Je précise. La façon de répondre, je pense, c'est plus concrètement, en fait, à chaque fois qu'un entrepreneur postule à la Blue Factory, on a un système de jury et de rencontres. Donc très concrètement, ils me contactent et puis je les rencontre, on fait un premier appel qui dure 1 heure. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de très intuitif qui va se mettre en route. Et donc, il n'y a pas de formule. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui se sent dans la personne qui est plus fort que lui. Ou qu'elle, hein, évidemment. Et il y a cette notion-là d'un élan. Et il y a quelque chose qu'on sent dans la façon dont la personne raconte les choses, pose des questions, écoute, cherche avec moi quand on interroge, qui fait que c'est vraiment cette notion la création, elle est dans l'entrepreneur et elle le dépasse. Et c'est ça que je trouve dans cette fibre-là, mais qui peut prendre beaucoup de formes différentes. Et donc par exemple, il peut y avoir des entrepreneurs qui sont très bons dans une expression grand public, d'autres qui sont très mauvais, d'autres qui arrivent à embarquer des gens, d'autres qui n'y arrivent pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que je suis habitée par quelque chose qui est plus fort que moi, mais que je vais écouter avec aussi réalisme et objectivité. C'est-à-dire que je ne me fais pas embarquer par une passion de manière complètement aveuglée.
mais je suis pas non plus dans l'attente de la recette, de la méthode, de la façon de faire. Il y a quelque chose d'important à créer, je suis prêt à le faire, j'y vais, j'avance, et pour ça, je vais m'entourer de personnes. Donc il y a cet élan, il y a une dynamique, et il y a aussi, je pense, quelque chose d'assez ludique, que je retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. Il y a cet aspect de jeu, mais de jeu comme les enfants qui jouent très sérieusement, hein, pas superficiellement. Donc je peux pas dire autre chose que... Ok, alors c'est marrant cette notion de jeu. Pour ma part, nous, quand on s'est lancé, je pense qu'il y avait ce côté très sérieux, on voulait réussir. Je reprends peut-être un peu les mots d'Alexandre sur le côté être son propre patron, qu'entre guillemets, on puisse faire un peu ce qu'on veut, etc. Ça, c'est un aspect. Mais après, le côté jeu, de se dire, tiens, on va prendre du plaisir à construire un projet, je pense que c'est presque, enfin, pour ma part, c'est presque essentiel. Mais je vais revenir à Alex, qui a du coup démarré Simple et Beau, du coup, sur... peut-être un malentendu ou sur une histoire qui ne devait pas démarrer comme ça? Ouais, exactement Thibaut. Donc moi avec mes chers associés, on a lancé une première boîte qui s'appelait Grabstore. À l'époque, c'était un tout autre projet. Ok. Et donc on a développé ça dans un garage, true story, et ça n'a jamais marché. Voilà, c'était une plateforme de mise en relation. Et en fait, pour survivre, pendant ce temps, pour gagner de l'argent, on faisait des sites internet à côté, c'était un truc qu'on savait faire, pas très intéressant. Et c'est tellement répétitif de faire des sites internet et tellement pas intéressant en soi qu'on a décidé de l'automatiser pour nous consacrer au projet initial qui ne marchait toujours pas. Et donc quand on l'a automatisé, en fait ça s'est mis à décoller parce qu'on pouvait proposer les services d'une agence web mais 5 fois moins cher qu'une agence web. Et là, ça s'est mis à décoller, le service. C'est devenu intéressant techniquement, parce que automatiser le référencement, le design, la création de texte, c'est hyper intéressant. Et donc, on a pivoté, effectivement, vers Simple et Beau, qui est devenu notre projet principal, et qui est une agence web automatisée. Donc effectivement, Simple et Beau, c'est le fruit d'un pivot, toujours avec la même équipe, toujours avec la même détermination, mais pas du tout la même idée que le projet initial. Ok, alors super intéressant, parce que du coup, on a Emma Eva qui nous dit en gros c'est vraiment une histoire aussi de projet, etc. Enfin, c'est une des composantes qui peut faire un bon profil pour se lancer entre guillemets dans l'entrepreneuriat. Et toi tu nous dis que c'est pas forcément le projet, mais c'est plutôt la team avec laquelle tu as lancé ça, où vous étiez déterminés, et du coup vous avez un petit peu pivoté sur notre idée. Donc ce qu'on peut peut-être en déduire pour notre public, c'est qu'en gros, à partir du moment où on a envie d'y aller, que ce soit un bon projet ou une bonne équipe, les deux fonctionnent, entre guillemets. En fait, je précise juste que tu as une différence entre... C'est pas la question. Le projet, c'est la solution. Alors que ce qu'on veut résoudre, c'est ça qui compte, en fait. C'est l'élan de vouloir trouver une solution. Mais c'est justement un peu ça, après tu vas dire, mais il y a cet élan de résoudre, et après il y a la forme que ça prend, et cette forme, c'est ça qui pivote autour de l'axe, en fait. Ok. Ouais, ce que je voulais dire Maëva, je pense, c'est que même pour notre projet initial, on voulait résoudre, on avait la passion. Et après on l'a détourné vers autre chose, certes, mais oui, dès le début, on avait une équipe et on s'est dit, bon les gars, on y va, on ne sait pas vers où on va, mais on y va. Voilà, et pendant 2 ans, on avait fait un accord moral, je m'en souviens, on s'était dit que pendant 2 ans, on ne lâcherait pas l'affaire, que si c'était pas cette idée, ce serait une autre, etc. Mais qu'on se donnait 2 ans solidairement pour entreprendre et créer une boîte avec laquelle on puisse finalement se payer un minimum. Ok, et ça, ce deal moral, c'était avec qui? C'était avec tes associés d'aujourd'hui? C'est avec mes associés d'aujourd'hui, effectivement, parce que déjà on avait eu cette entre guillemets bonne idée, on a fait plein d'erreurs, mais pour le coup on avait une bonne idée qui était que le plus important c'est l'équipe. Parce que c'est la seule chose que tu peux pas changer, sauf à fermer ta boîte en fait. L'idée, tu peux la faire évoluer, etc. Mais ton équipe de fondateurs, c'est pérenne, quoi. Donc oui, on avait cette conviction de vouloir entreprendre ensemble, quoi qu'il arrive. Et là-dessus, je peux dire que sur votre équipe, il y a quelque chose de fort qui est votre complémentarité et le fait que vous fassiez confiance et que vous soyez donné à chacun des responsabilités et précises. Enfin, en tout cas, moi, forcément, je vois plein d'équipes entrepreneuriales différentes et ce témoignage-là que tu fais, je trouve, est vraiment fort.
Ouais, c'est vrai qu'on a... Enfin, si on a plein de défauts, hein, mais s'il y a deux choses qu'on a bien faites, c'est effectivement d'avoir zéro ego. Il y a vraiment zéro ego dans notre équipe, donc on sait dire qu'on s'est trompé, etc. Et une répartition très claire des périmètres pour que chacun puisse prendre ses décisions dans son périmètre. Et ça, pour moi, dès le début, ça a été une façon de respecter finalement l'expertise et l'appétence de chacun pour son secteur, quoi. Ok, alors là du coup on parle d'équipe, du coup, ça c'est une vraie question sur le lancement qu'on peut se poser. Toi déjà, est-ce que Maëva, les gens viennent forcément en équipe ou sont des gens qui peuvent se présenter en solo founder? Là, je passe le message à quelqu'un qui m'impressionne, qu'on connaît tous les deux, qui s'appelle Cyril, qui gère une super boîte qui s'appelle Skileos. Enfin, il est solo founder. Moi à chaque fois je suis impressionné, j'aurais été incapable de le faire. Faut trouver d'autres motivations. Moi je voulais faire ça pour faire ça en équipe, célébrer des victoires, etc. Toi, tu vois des équipes de solo founders qui ont des motivations peut-être différentes de la création en équipe? Absolument, et justement, ça c'est, enfin on le disait, il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle pour se lancer, et là-dessus c'est important. Par exemple, au tout début de la Blue Factory, donc quand j'ai commencé en 2012, à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'incubateurs à Paris, et la plupart, pour y rentrer, il fallait être dans une équipe complémentaire. Nous, à la Blue, on a dit non, venez comme vous êtes tout seul, vous êtes à plusieurs, on verra bien. La réalité, c'est que voilà, quelqu'un est habité par l'envie de résoudre quelque chose ou par une idée, bon bah il est tout seul, il va pas attendre de trouver qui que ce soit pour commencer à avancer. Et ce qui se passe, c'est que c'est en agissant, en allant de l'avant, qu'au bout d'un moment, peut-être cette personne va rencontrer un ou une associée, ou recruter des gens, ou pas. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, il y a toujours, tu le disais au début par rapport aux freins, quand on sent cet élan entrepreneurial et qu'on a envie d'avancer, il va y avoir effectivement tous ces freins de « Ok, je commencerai une fois que ». Et ça, c'est de ça dont il faut absolument sortir. En réalité, chaque pas compte. Et il y a de même qu'on est habité par un projet, ce projet-là, il a sa propre dynamique en fait. Et il ne faut pas s'inquiéter du fait de devoir trouver une solution. Il faut écouter, avancer, observer. Et les choses arriveront au bon moment. Et ça, c'est un point important aussi. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant, voilà, il faut que je trouve un associé. Déjà, pourquoi? T'es sûr? Est-ce que c'est pas parce que t'as peur de toi-même pas être capable de faire un certain nombre de choses? Quoi qu'il en soit, cet associé, si tant est que tu le rencontres, peut-être que ça vaudra la peine que t'aies déjà avancé pour lui montrer des choses très tangibles. Et t'as peut-être aussi, toi, une vision assez précise de ce que tu veux faire, parce que quelqu'un d'autre qui arrive, c'est aussi un autre regard, c'est aussi... d'un autre point de vue, donc c'est enrichissant, mais ça peut aussi te rendre la vie un peu difficile si tu sens quelque chose de particulier en toi. Et quoi qu'il en soit, c'est comme de rencontrer l'amour, quoi. C'est quelque chose qui vient au bon moment. Mais non, mais c'est la réalité, c'est vraiment la rencontre. La rencontre, elle se fait au bon moment. Et quand on regarde toutes les histoires rétrospectivement d'entrepreneurs, à chaque fois, il y a un côté, je l'ai rencontré par hasard, mais c'est quoi ce hasard finalement ? Donc il faut être en mouvement et en écoute. C'est du lâcher-prise très actif en fait. Et c'est comme ça que tout se fait de manière très naturelle, avec une temporalité qui n'est pas une temporalité qu'on peut anticiper. Et c'est ça en fait qui rend fou les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils voudraient pouvoir avoir des étapes et que les choses correspondent à ces étapes. Mais ça marche pas comme ça du tout. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Ok, alors du coup je rebondis parce que c'est très très intéressant ce que tu dis là, notamment sur le côté lâcher prise et pas forcément se poser trop de questions. On y reviendra juste après sur peut-être le côté de je me lancerai quand tout sera parfait et en fait il peut se passer 2 ans avant qu'on ait un site internet, enfin des choses qui peuvent être bêtes, des statuts, on a vu d'un avocat, on a un business plan bien ficelé, etc. Sauf qu'il y a peut-être des étapes avant à checker un peu. On a une question, alors je ne l'ai pas posée, je ne voulais pas t'interrompre, pour Alexandre de notre public, de Renduf, qui nous demande, Alexandre, quand tu parlais de pivot, alors il ne faut pas oublier, on a un public qui est... Il y a beaucoup de gens qui viennent du produit, donc on va essayer de leur donner envie de se lancer. Quand tu parles de pivot, qu'est-ce que ce... excuse-moi, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que ce pivot s'est passé facilement et comment vous êtes convaincu que l'idée initiale n'est plus la bonne ? Alors à un moment, il y a une notion de survie aussi. C'est-à-dire que nous, notre façon de réfléchir, c'était on se donne 2 ans. Dans 2 ans, il faut qu'on puisse se payer concrètement. Parce qu'on ne va pas vivre chez nos parents ad vitam aeternam. Et donc, tu fais ton rétro-planning. Et si au bout en fait, d'1 an et demi,
ton projet initial ne marche pas, mais que tu as un autre truc qui te permet de faire de l'argent, nous c'était ça, hein, on faisait des sites internet, et ben en fait la question se pose même pas de comment ça va se passer, etc. Tu le fais, quoi. Et donc c'était très dur parce qu'il fallait entre guillemets mettre à la poubelle ce qu'on avait construit pendant quasiment 1 an et demi. Et en fait tu peux toujours te dire mais attends, je suis pas loin, ça va marcher, etc. Mais nous on voulait avant tout se payer un salaire au bout de 2 ans. Voilà. Et donc on a choisi de faire ce pivot. Ça a été très difficile de mettre plein de choses à la poubelle. Mais c'était, on répondait finalement à l'objectif principal qui était d'être entrepreneur quoi qu'il arrive. Voilà. Et au final, pour l'anecdote, ce qu'on a développé pendant 1 an et demi au début, il se trouve que 3 ans après, on l'a réutilisé dans le projet Simple et Beau et que c'est une de nos clés de succès aujourd'hui. Voilà. Donc, comme dit Maëva, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on avance. Voilà. Ok, top. Alors, je rebondis sur, du coup, un point qui me paraît essentiel, c'est-à-dire que là, on a parlé de peut-être des prémices, de ce qu'on pouvait avoir pour soi et se lancer. Par contre, moi, je me souviens très bien, quand je me suis lancé, je me suis posé 20 fois, 40 fois, 100 fois la question, et je pense que tous les gens dans le public, c'est un peu la même chose, c'est, moi, j'avais un boulot, j'avais une sécurité, j'avais un appartement que j'avais acheté et du coup je me sentais un peu comment je vais rembourser ce crédit. J'avais un enfant, tu vois, c'est plein de choses qui entre guillemets venaient s'accumuler. J'avais une 30aine d'années. Est-ce que selon vous c'est des excuses qu'on se met un petit peu dans notre tête pour se dire un peu je vais peut-être pas être capable, et voilà, ou il y a vraiment un moment il faut être raisonné et se dire ok c'est trop dangereux, je ne peux pas me lancer. Moi je me souviens de mes parents qui me disaient attends Thibaut, tu gagnes bien ta vie, attends est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer dans ce pari qui est un petit peu risqué. Et en fait souvent en général on a beau dire ce qu'on veut sur le lancement, les qualités qu'on a, trouver des associés, il y a quand même cette mécanique un peu financière de se dire ok je fais un saut dans le vide, mais aussi un saut dans le vide sur mes finances, sur est-ce que mon conjoint, si j'ai un conjoint, va accepter entre guillemets que d'un coup on mange des pâtes, tu vois, enfin j'exagère un petit peu. Comment tu l'as vécu cette période et comment toi tu la perçois auprès des entrepreneurs que tu accueilles? Alors moi comment je l'ai vécu moi je l'ai vécu comme un ingénieur. Hein. Voilà, c'est le tableau Excel. Mais oui, parce qu'en fait pour moi c'est un outil d'aide à la décision. Je me disais il faut que je me lance et puis en fait non. Et en fonction d'avec qui j'avais parlé un quart d'heure avant, je changeais d'avis. Dès que je parlais avec un entrepreneur, j'étais chaud. Dès que je parlais avec mes parents, j'étais déprimé. Il fallait que je reste à la défense. Et donc finalement, j'ai pris mon tableau, j'ai pondéré mes trucs et je me suis dit mais non, je ne peux pas ne pas entreprendre. J'aurais trop de regrets si je ne le fais pas. Moi c'était ça, je ne veux pas avoir de regrets. Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai 70 ans et que je me serais dit ça aurait été bien de monter ma boîte, etc. Ça c'était pour moi inenvisageable. Donc j'ai pondéré mes facteurs et je me suis dit allez on y va. J'avais ce rêve finalement, et je me suis dit finalement c'est quoi la distance entre ton rêve et ta réalité? C'est de passer à l'action. Donc on y est allé et on s'est planté et on s'est relevé et on a continué. Je pense pas qu'il y avait parce que là c'est très cartésien ton histoire de fichier Excel, mais tu as la notion des tripes. Je pense pas que c'était une stratégie pour tes tripes. Dans le chat, juste, c'est pas une question, il y a Max TVM qui dit intéressant de voir que vous appuyez tous les deux sur la notion de réalisation. Donc le côté peut-être un peu cartésien, voilà, ça réagit comme ça. Il faut les deux, c'est sûr qu'il faut les deux. Mais le problème de la passion, pour moi, c'est que c'est volatile, entre guillemets. La peur, c'est aussi une émotion, etc. Et moi, c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais pour qu'une décision elle soit entérinée, il faut que j'ai la passion, mais il faut surtout que je fasse ce travail rationnel, que je sache ce que je sacrifie. Pourquoi? Que j'ai extrêmement bien communiqué avec mes proches aussi avant de le faire. Parce que c'est un risque partagé. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui entreprennent, qui sont mariés. C'est vraiment un choix de couple. Souvent, ils n'entreprennent pas en même temps. Il y en a un qui prend des risques pendant que l'autre il assure le foyer. Et inversement, 5 ans après, c'est l'inverse.
Donc c'est une décision collective. D'ailleurs, dans les statistiques des gens qui lancent des entreprises, mais tu pourras peut-être rebondir parce que je pense que toi, tu as plutôt des jeunes, on voit bien qu'aujourd'hui, des jeunes ont une capacité, en tout cas en termes de pourcentage, il y a beaucoup plus de jeunes qui se lancent. Jusqu'à une trentaine d'années, globalement, il y a encore des gens qui se lancent. Et après, on voit qu'il y a un véritable pic à partir du moment où il y a des enfants, il y a des crédits, etc. Et on voit que ça remonte à partir d'une cinquantaine d'années quand les gens ont leur réseau, sont installés, etc. Vas-y. Non mais du coup je peux réagir Ouais, bien si sûr. tu veux pour donner des exemples. Alors nous déjà à la Blue Factory, hein, on a aussi bien des personnes, ça va de 18 à 50 ans. Hein, parce que en gros l'incubateur il est ouvert tout au long de la vie, donc on a vraiment toutes les générations. Par rapport à ce que tu disais, comment est-ce que je gère ce côté très pragmatique de comment je vis, franchement j'ai tout vu et ça c'est aussi quelque chose que j'essaye d'ouvrir au maximum avec les porteurs de projets parce qu'il y a une peur justement du tout ou rien. Donc tout à coup j'ai un projet, ça y est, je lâche tout, je pose ma dème et c'est parti. Et en fait c'est pas du tout comme ça que ça marche. Moi j'ai plusieurs exemples d'entrepreneurs qui étaient en poste et ont développé leur projet en parallèle. Souvent au bout d'un moment ils passent à mi-temps parce que quand même le projet prend de l'ampleur jusqu'à ce que ce soit possible. Il y a vraiment, ça dépend des réalités du terrain, il y a un vrai cliché quand même si on se réfère uniquement aux personnes issues de grandes écoles avec des familles plutôt aisées qui se retrouvent à faire un job bien payé pendant 3 ans et à partir en congé Pôle emploi qui est le premier financeur de ces entrepreneurs-là. Donc ça c'est une formule qui n'est pas non plus forcément la meilleure parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se retrouvent au bout des 2 ans de Pôle emploi le bec dans l'eau parce que encore une fois, le projet, il prend racine et il se développe au fur et à mesure. Et ce qui est compliqué aussi, souvent, par rapport au lancement, c'est la difficulté entre je visualise un projet, mais ce que je vois dans ma tête, c'est ce que ce sera dans 5 ou 10 ans. Et comment est-ce que je fais pour concevoir que, en fait, ça va prendre des étapes toutes petites, minuscules, dont je n'ai même pas idée, et des pivots et des circonvolutions qui vont changer. Et souvent je dis, si vous voulez monter l'Himalaya, vous allez peut-être commencer par prendre le RER pour aller plus loin. C'est une super image. Et c'est vrai qu'en général, on voit l'Himalaya et on est un peu fasciné par ce projet-là. En réalité, c'est du quotidien en fait. Et après, on se retourne et on voit ce qui s'est passé. L'essentiel étant de vouloir créer quelque chose pour un nombre maximum de personnes. Je pense que c'est ça qui apporte les solutions au fur et à mesure. Alors, tu as dit plein de choses super intéressantes sur lesquelles on va revenir. Quand tu parlais d'Himalaya, souvent on peut peut-être comparer ça, aujourd'hui à nos licornes qu'on voit et on se dit « Ouh là là, demain si je me lance », est-ce que c'est ça la notion de succès ? Est-ce qu'en fait on se rend compte on y reviendra juste après, mais qu'il y a plein de façons d'entreprendre. Moi je reviens juste sur un petit cas qui m'est personnel, mais j'aurais aimé avoir eu ce discours d'entrepreneur à l'époque et je ne l'ai pas eu. Tu parlais de Pôle emploi. Moi je sais que premièrement il fallait que ma femme me dise oui, ok, vas-y. Si j'avais pas son approbation c'était compliqué, du coup je pense qu'elle nous écoute, donc je remercie ma femme Marie que j'embrasse au passage, mais également Pôle emploi. Moi en gros je venais pas d'une famille qui me permettait de me donner de l'argent pour vivre entre guillemets, même si j'ai toujours tout eu, etc., mais de quoi payer mon appartement, continuer à vivre, et donc j'avais besoin de Pôle emploi. Et donc moi de mon côté j'ai eu mon entreprise où en gros je leur avais dit en gros c'est soit je m'en vais pour essayer de trouver un moyen d'avoir le chômage, soit on trouve un moyen intelligent sur 6 mois, 7 mois, 8 mois pour avoir une rupture conventionnelle. Et aujourd'hui, en fait, j'avais honte à l'époque de dire que j'allais utiliser des finances publiques pour me financer, pour lancer ma boîte. Et en fait, aujourd'hui, c'est génial. On parlait avec des gens qui étaient belges, qui n'ont pas du tout ce système. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire. Et donc, du coup, là, pour le coup, j'encourage notre public à se dire, si vous avez un vrai projet extrêmement sérieux de création d'entreprise, il ne faut pas hésiter 2 secondes à essayer de toucher le chômage. En tout cas, moi, c'est ma vision. Alors, peut-être qu'il y a les pouvoirs publics qui vont me tomber dessus, mais c'est un super moyen de développer des emplois. Et aujourd'hui, on le voit bien avec vous, avec tout ce qu'on a payé en termes de charges, etc. Je veux dire, c'est une mécanique qui est vraiment gagnant-gagnant. Alors, on va switcher sur la deuxième partie de l'émission. Souvent, quand on se lance, j'entends plein de gens qui disent « Oh, quel statut, quel type de boîte, c'est quoi l'URSSAF, c'est quoi tout ça ?» En fait, franchement, c'est pas toujours très important. Moi, ma perception, on en reparlera après, c'est plutôt soyons focus client, business et savoir s'entourer. Mais on a quand même
notre avocat qui s'appelle Édouard Terré, que je remercie beaucoup, qui va faire une rubrique à chaque épisode qui s'appelle Allo Maître. Jingle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes structures juridiques pour monter sa boîte. Alors, pour monter sa boîte, il y a plusieurs structures juridiques possibles. Tout d'abord, on peut décider soit de partir à titre personnel, c'est-à-dire se créer une entreprise individuelle, ou partir en tant qu'auto-entrepreneur. C'est des systèmes qui permettent un formalisme hyper réduit pour exercer son activité. On a une fiscalité qui est quand même assez avantageuse, mais tant qu'on ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires. Donc, disons que si vous avez un business, c'est du conseil libéral, vous êtes individuel, vous ne voulez pas vous associer avec d'autres personnes, vous pouvez vous mettre sous un format entreprise individuelle ou auto-entrepreneur. C'est un formalisme réduit, mais par contre, on ne crée pas du coup de personnalité morale distincte. Et du coup, si jamais il y a un problème, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de barrière juridique entre votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel. Donc ça, il faut faire attention. Donc généralement, c'est des personnes qui vont faire des activités professionnelles qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement, qui n'ont pas envie de s'associer. Donc ça peut être du conseil, ça peut être de la prestation de services, etc. La deuxième grande possibilité, c'est de partir pour le coup là sous forme de société commerciale. Les sociétés commerciales, il y en a différents types, la SARL, la SAS, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais le grand avantage des sociétés commerciales, c'est là pour le coup qu'on va créer une personnalité morale distincte qui permet de bien séparer d'un côté le patrimoine professionnel et de l'autre côté le patrimoine personnel. Il faut pouvoir créer cette barrière parce que si un jour votre boîte elle se plante, vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne sur votre patrimoine personnel. Voilà. Alors, toujours la grande question que tout le monde se pose, est-ce que je dois constituer ma SARL ou une SAS ? Il n'y a pas de réponse type, parce que ça va dépendre à chacun de votre projet et de vos envies dans le futur. Je peux quand même vous dire les avantages et les inconvénients entre l'un et l'autre. C'est que, alors, côté 1, en termes juridiques, la SARL, c'est hyper encadré par la loi, tout est prévu par la loi, donc on a très peu de possibilités de faire du sur-mesure. Alors que la SAS, au contraire, il y a un socle qui est prévu par la loi, mais tout le reste, on fait ce qu'on veut. Donc on peut être hyper inventif. Donc, quand c'est pour un objectif d'association et vous voulez mettre des clauses particulières avec des associés et autres, la SAS, ça a le mérite au moins d'être hyper flexible. Et aujourd'hui, 80% des créations de boîtes, c'est des SAS en France. Alors, si jamais tu veux lever des fonds, ça c'est hyper important de le savoir, faut pas être en SARL, faut être en SAS. Alors, ça n'empêche que tu as très bien pu commencer au début ton activité en SARL, tu devras te transformer en SAS au moment où tu veux lever des fonds. C'est un formalisme qui est pas très compliqué et la transformation, elle est indolore pour tes fournisseurs ou pour tes clients. Alors, les impôts dans les sociétés commerciales, entre la SARL et la SAS, elles peuvent toutes les deux être à l'IS. Donc on a un taux d'imposition qui maintenant est au maximum à 25%. Donc c'est quand même faible comparé à l'époque, puisqu'avant c'était 33 1/3. Le deuxième volet, on va dire, des impôts, c'est surtout comment vont être fiscalisées les rémunérations des dirigeants. Et c'est là qu'on va trouver un intérêt à choisir une structure qui va être SARL ou SAS. La SARL, ça a le mérite au moins de limiter l'imposition sur les rémunérations des dirigeants. Donc généralement, on a plutôt tendance à dire aux gens, voilà, si tu cherches à prendre des rémunérations et à payer un petit peu moins de cotisations, etc., on te recommande tout d'abord de partir en SARL et de te soumettre à un régime de travailleur non salarié. Alors les créations d'entreprises, c'est hyper rapide maintenant, c'est plus comme à l'époque. Donc une boîte, elle peut être constituée en une semaine. Voilà, si vous allez voir un professionnel du droit. Mais par contre, ce qui est impératif, c'est au moment où vous allez le voir, il faut déjà que vous ayez fait votre business plan et au moins votre deck pour savoir où est-ce que vous voulez aller, quelle boîte est-ce que vous voulez constituer, avec qui déjà vous voulez vous associer. Et à partir de là, nous on remonte de fil en aiguille et on va venir vous poser des questions qui sont parfois un petit peu plus perso sur est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous n'êtes pas marié, est-ce que vous avez un contrat de mariage ou non. Ce qui nous permet nous aussi après d'adapter à chacun la structure sociétale en fonction de votre situation personnelle. Donc surtout conseil, on ne fait pas comme le voisin, on ne fait pas comme son pote qui a aussi monté sa start-up. Pour chacun, ça doit être individualisé.
Merci Maître Terré pour cette rubrique Allomètre. Alors je vois du coup dans le chat que la rubrique a été appréciée. D'ailleurs, Maître Terré est dans le chat, vous pouvez lui poser toutes vos questions, il essaiera d'y répondre. Il sera avec nous à chaque émission pour aborder un thème sur l'aspect justement avocat d'affaires, juridique, etc. Alors revenons à nos moutons. On disait justement, alors ça ne va pas plaire à Maître Terré, mais est-ce que selon vous c'est important de se soucier quand on crée sa boîte, de passer du temps sur la structure juridique, sur le BP, que tout soit léché jusqu'au moment où on se lance, ou justement, il y a un moment, il faut aller sur le terrain, rencontrer des clients. Alex, comment ça s'est passé pour toi Ouais, alors bah écoute, nous, avant même de faire les statuts, tout ça, il fallait qu'on fasse de l'argent. Concrètement, c'était ça, hein, la survie. Fallait bien payer l'avocat pour faire les trucs aussi. Et donc, nous, au début, je me souviens très bien avoir fait du porte-à-porte dans les rues de Paris et de Boulogne pour essayer de vendre des sites internet. Et c'est pour moi du temps qui a été très 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 bien utilisé puisque ça nous a permis de créer une offre, de comprendre les clients, etc. Et je regrette absolument pas d'avoir reporté le plus longtemps possible toute la paperasse juridique, etc. Puisque tout ce travail préalable nous a permis aussi de savoir ce qu'on voulait mettre dans le pacte, dans les statuts, etc. Et on savait que ça allait marcher parce qu'on a déjà fait des ventes. Donc il faut pour moi mettre la majorité de son temps sur le business, même quand on n'a pas de produit, avant de faire plein de paperasse et de se poser plein de questions juridiques. Je te rejoins entièrement. Alors là, peut-être que ce sera un autre épisode sur comment se financer, j'allais dire bootstrap ou lever. Mais c'est vrai que si on n'a pas justement levé des fonds et qu'on a besoin de gagner sa vie, parce qu'une entreprise, après, c'est une question de le budget qu'on a, la trésor, et puis on paye l'avocat d'affaires, et puis derrière, il faut très vite, entre guillemets, engranger du chiffre d'affaires. Le business, pour moi, c'est vraiment ce qui doit driver ta motivation quand tu te lèves le matin. Vous, comment vous abordez ça, du coup, à la Blue Factory ? En fait, le principe, c'est vraiment de gérer ça par rapport à la nécessité. On fait les choses au moment où on en a besoin. Vouloir créer des statuts juridiques alors que pour l'instant, on n'a personne qui a dit oui, ok, je signe pour acheter, c'est quand même un peu avoir l'impression que la boîte, c'est justement, on parle de boîte pour une entreprise, on a la boîte mais dedans, il n'y a rien. Donc l'essentiel, évidemment, c'est d'être bien entouré de manière à ce qu'au moment où on va avoir besoin de conseils juridiques, fiscaux, etc., on puisse avoir une information qui est de qualité. Mais après, il faut avancer, quoi. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être dans le réel. Et c'est toute la difficulté, souvent, quand on se lance, c'est qu'on a toutes ces idées qui nous viennent, mais le moment où on le confronte au réel, c'est un peu délicat. Donc, très concrètement, la première des choses qu'on dit aux personnes qui viennent nous voir en nous disant « j'ai une super idée », c'est aller interroger un maximum de personnes qui ne sont pas uniquement vos amis et vos soutiens, pour aller vraiment rencontrer un client qui va dire « oui, ça, tu le fais, je l'achète ». Voir s'il peut l'acheter carrément à l'avance, tant mieux, mais bon, pas toujours la possibilité. Mais c'est vraiment être dans le réel, et puis le jour où il y a une facture à faire, franchement, c'est justement, j'imagine que le maître a pu le dire, c'est rapide en fait. Aujourd'hui, les statuts légaux sont très faciles à mettre en place, peuvent même être modifiés et évolués. Donc c'est effectivement ce que tu disais, c'est pas du tout ça la question en tout cas. Ok. Quand on parle de ça, quand on a préparé l'échange, du coup, juste avant l'émission, tu me disais, quand on se lance, souvent on a une image de la réussite qui peut être faussée un petit peu par ce qu'on perçoit des médias, etc. Alors, on parlait des super boîtes, tu vois, qui cartonnent, qui lèvent des fonds, etc. Mais toi, tu me parlais de biodiversité. J'ai vachement aimé ce terme de biodiversité. Et en fait, je me suis dit, dans un public qui veut se lancer, d'ailleurs, je vois, il y a des questions dans le chat, mais je les poserai juste après, c'est, en fait, on est tous uniques, différents, et on a tous des envies de se lancer. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu disais par rapport à ce côté biodiversité dans nos motivations pour le lancement? Mais oui, absolument. En fait, quand je parle de biodiversité, je parle des différentes formes que peuvent prendre un projet et donc une entreprise.
Le plus souvent, les personnes aujourd'hui ont entendu parler avant tout de start-up, voire aujourd'hui de la grande mode des licornes. Et donc pour eux, il y a un modèle de il faut que je crée une entreprise qui va lever beaucoup de fonds, qui va grandir très très vite. Et c'est l'unique vision que l'on a de ce qu'est l'entrepreneuriat. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. On peut aujourd'hui être micro-entrepreneur, monter une TPME, une ETI, avoir une entreprise qui va avoir une taille différente, une forme différente, un rythme de développement différent. Et donc ça, déjà, la première des choses, c'est que si on veut innover, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, faut déjà pas avoir un modèle restrictif de la forme que ça va prendre. Donc la biodiversité, c'était une façon d'illustrer ça par rapport à la faune et la flore et le fait qu'on a des êtres vivants qui ont toutes les formes. Et donc de même, nos entreprises, en fait, elles prendront la forme qui est adéquate à chaque moment. Et donc ça, c'est essentiel, en tout cas dans mon expérience d'accompagnement des entrepreneurs, c'est déjà de mettre de côté, de laisser tomber toute notion de réussite et de succès. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est chaque jour, est-ce que j'avance vers la solution qui me paraît être nécessaire pour des gens, et j'insiste sur la notion de nécessité. L'entrepreneuriat, c'est pas une occupation, un divertissement, c'est vraiment, ça ne peut fonctionner que s'il y a vraiment quelque chose à réparer ou quelque chose à créer. Et il faut le vivre tous les jours, et la forme que ça prend, c'est pas le sujet. Le stress de l'entrepreneur, il vient du fait qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il pense devoir faire. Et si on arrête d'avoir une image de la forme que ça doit prendre, et que chaque jour on fait les choses avec pragmatisme, courage et cœur, ça prendra la forme que ça devra prendre, c'est organique. Donc faut pas se comparer. Faut presque pas regarder ce qu'il y a autour de nous et un peu écouter sa propre voix, quoi. On peut regarder ce qu'il y a autour de nous, c'est pas la même chose que de se comparer en fait. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé au début, c'est de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui avaient non pas des années d'avance sur moi, mais un an d'avance. Des gens qui sont pas visibles dans les médias, mais des gens qui étaient dans un incubateur quelques années avant, des potes de potes qui avaient monté leur boîte il y a 2-3 ans. Et moi j'ai l'intuition que ça m'a énormément aidé à voir le chemin progressivement, autre que dans les médias traditionnels où on ne voit que le sommet en fait de l'Everest. Et ces rencontres pour moi elles sont hyper inspirantes et extrêmement motivantes. Et elles sont pour moi une des clés du succès d'un entrepreneur, d'avoir l'humilité d'aller voir des gens qui ont 1 an ou 2 ans d'avance sur soi. Ouais, et aussi, je dirais, je compléterais d'aller voir des entrepreneurs et peut-être aussi d'aller voir en parallèle des gens pour pitcher son projet qui ne sont pas entrepreneurs, peut-être des clients ou des gens que tu vas recruter pour ce saut dans le vide dont tu parlais, un peu le partager et avoir des retours pour adapter un petit peu ton projet. J'ai une question pour toi, car j'ai du mal à switcher entre les conversations et le chat. Et si l'envie est là, les compétences, mais pas le produit ou l'intention, quelles sont les options pour rejoindre un projet de création existant ? Donc c'est une question de Rundoc. Je pense que pour la reformuler, c'est globalement comment je fais pour rejoindre j'ai envie, j'ai vraiment l'envie, j'ai peut-être pas l'équipe, j'ai peut-être pas le projet. Selon toi, c'est quoi les solutions aujourd'hui ? Déjà, il y a plein d'entrepreneurs qui cherchent des associés, des personnes qui ont justement l'idée du produit et qui cherchent des personnes avec qui s'associer. Donc ça, très concrètement, sur MadiJob, sur différentes... moi, par exemple, j'ai plein d'offres que l'on partage sur les réseaux de la Blue Factory ou sur LinkedIn même. Il y a beaucoup de fondateurs qui postent « Je suis en train de chercher quelqu'un à rejoindre ». Donc ça peut être la meilleure des choses, c'est déjà de se plugger avec quelqu'un qui est en train de développer quelque chose. Et puis soit ça sera une association, soit derrière, ça donnera des idées. Mais l'idée, elle vient pas du ciel, elle vient de l'action. Et elle vient par hasard quand on l'attend pas. Donc faut pas s'énerver, faut avancer, faire ce qui nous paraît important et intéressant chaque jour. Et à un moment donné, tout ira. Si je peux compléter, je suis convaincu que la chance, donc ça se crée, et il faut bouger. Par exemple, quelqu'un qui veut entreprendre, il devrait s'inscrire à tous les événements gratuits en lien avec l'entrepreneuriat. Il devrait aller sur des forums, il devrait écrire à Maëva ou à d'autres entrepreneurs. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui aurait besoin d'un co-founder, etc. Et c'est à force de bouger
comme ça qu'on provoque la chance. Mais sans s'éparpiller. Oui. Alors, tu m'as tendu une perche. Savoir, s'entourer, c'est une composante. Quand tu dis être en mouvement, en fait, c'est faire des rencontres. En gros, être seul chez soi devant son PC, c'est pas comme ça qu'on va monter une boîte, à moins d'être un codeur de génie et qu'on puisse faire du marketing, etc. Mais c'est très rare. Savoir s'entourer, savoir du coup pitcher, savoir attirer des gens vers nous, ça me donne l'occasion de lander la Minute RH. Alors du coup, pour la Minute RH, je vous donne l'occasion, on a 1 minute à nous 3 à se partager pour pitcher, donner à quelqu'un l'envie de nous rejoindre. On va démarrer par toi Maëva, mais je pense surtout pour un de tes projets, ensuite Alex et ensuite je finirai pour proposer un poste et provoquer une occasion de se rencontrer, etc. dans nos projets à nous, entre guillemets. C'est parti. Super. Et à la Blue Factory, on a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des bras droits. Je pense à Benoît Richard de Whitebird, je pense aussi à Laurent Bacot de Coda Bene et plein d'autres. Donc simplement envoyez vos CV si jamais vous cherchez à être auprès d'une petite équipe au quotidien qui se lance et vous aurez 360 degrés pour apprendre à entreprendre. 20 secondes pile poil, vas-y Alex. Alors, on cherche un VP Engineering. Donc on est une entreprise tech. Et on a, entre guillemets, l'humilité de se dire que ça peut être bien de s'entourer de quelqu'un qui a déjà piloté une grande équipe, structuré des squads, etc. Et donc dans cette démarche, avec mes cofondateurs, on cherche un VP Tech très expérimenté qui a déjà scalé une équipe technique. Ok, je peux postuler. Tu peux si... Okay. Et je me prête à l'exercice, il me reste 10 secondes. Donc nous, on est une agence conseil en product management. On s'est imposé comme leader sur le marché avec d'autres concurrents, bien évidemment. Et on veut se lancer dans le domaine de la formation. Donc on recherche activement un responsable pédagogique qui va pouvoir nous permettre de partager le contenu des formations qu'on donne à nos product managers. Est-ce qu'on a été bon? Je pense que j'ai un petit peu dépassé. Ça passe. Pour se lancer, effectivement, du coup, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de finances, on a parlé de motivation, on a parlé d'objectifs, de réussite. Si on revient sur la peur de l'échec, moi personnellement, c'était l'échec. Le fait de me lancer, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'était plus du regard des autres. Que les gens se disent « Ah, il a pris des risques et il s'est planté, il n'a pas réussi ». Et en fait, c'est débile. Enfin, c'est débile parce qu'en fait, on le fait pour soi et le regard des autres est important. Comment toi, tu l'as vécu, ce regard des autres, quand tu as créé Simple et Beau? Moi, j'ai très peur de l'échec, en toute honnêteté. Et en fait, j'avais encore plus peur du regret, en fait. Donc c'est un peu un choix compliqué. Hein. Mais donc, oui, je me suis dit... au pire, si je me plante, je réessaie. Et je me suis dit, à un moment, je vais y arriver. Je me souviens très bien d'une rencontre avec Marc Simoncini en 2012, c'était vraiment à l'ESCP, et qui m'avait fait comprendre qu'en fait, si tu essaies, à haute fréquence, à un moment, tu y arrives, quoi. Et donc, c'est finalement ce qui s'est passé. Et avec du recul, je me rends compte que même un échec, alors chez Simple et Beau aujourd'hui, on adore les entrepreneurs qui ont lancé un projet qui n'a pas forcément marché, mais ça montre une facette de personnalité qui est géniale. Et donc moi, dès que je vois ça sur un CV, je fais monter les enchères pour gagner ce candidat. Donc je pense que ça a évolué et que maintenant on valorise l'échec en France, au moins dans les startups. Et voilà. Alors, vas-y Maëva, tu voulais rebondir? Non, mais simplement pour dire, aujourd'hui on valorise l'échec, mais j'espère que demain on arrêtera même de penser que l'échec existe en fait. Parce que ça n'existe pas. Est-ce qu'un bébé, quand il marche, quand il se casse la figure, est-ce qu'il est en échec? Non. Et donc vraiment, c'est le fait d'arrêter de voir les choses comme réussir, rater, succès, échec, ça n'existe pas. Mais en revanche, non, t'as peur de l'échec, t'as peur de tomber, mais oui, mais c'est parce que tu tombes que tu avances, tu vois. Et après, même la marche, c'est un déséquilibre constant. Donc, il s'agit plutôt de l'intégrer comme un apprentissage et une expérience hyper intéressante qui fait que la suite arrive, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, c'est souvent un des freins qu'on entend,
j'ai une belle carrière dans ma boîte, si je me lance, j'ai un peu peur de tout perdre, etc. Là, franchement, j'ai envie de dire à notre public, il ne faut pas du tout raisonner comme ça. Je pense que déjà, personnellement et professionnellement, c'est très très riche de monter sa boîte parce que voilà, on est confronté à un truc que tu parlais un truc à 360 degrés, c'est exactement ça, on gère beaucoup de sujets. Et enfin voilà, lancez-vous. J'ai une question dans le public de Bruce le Ouf. Pour entreprendre, faut-il privilégier les lieux d'émulation type incubateur ou grosse métropole, ville? Alors je pense qu'à mon avis, est-ce qu'en gros, il y a des lieux type les incubateurs, les grandes villes? Je prends Paris, peut-être Lille, Lyon, etc. Est-ce qu'on a autant de chances de réussir que si on est dans, je sais pas, la Creuse, tu vois, ou les Cévennes? Alors aujourd'hui déjà il y a des incubateurs qui sont vraiment dans les régions, enfin il y en a de plus en plus sur toute la France, on en dénombre, alors ça dépend de la définition qu'on en donne, mais il y en a au moins 250, donc je veux dire, il n'y en a pas que dans les grandes métropoles. Après la réalité c'est que l'entrepreneur, on peut s'auto-accompagner, c'est-à-dire qu'on peut aller dans des endroits où, justement, comme le disait Alexandre, d'aller rencontrer des entrepreneurs, de s'entourer des bonnes personnes, etc. Donc les incubateurs, les accélérateurs sont des lieux qui sont un peu comme des terreaux fertiles où il y aura un accès plus rapide aux ressources. Après, c'est encore un tout petit peu une question de est-ce qu'il faut que j'ai ça pour pouvoir commencer ? Donc oui, c'est des endroits où on va pouvoir vous orienter, vous accompagner et vous aider, mais à la fin, ça se passe dans la personne qui crée et avec les personnes qu'elle va rencontrer. Donc il y a besoin de rien pour vraiment commencer. Et je voudrais aussi ajouter une dernière chose qui est que tu parles beaucoup de se lancer, mais entreprendre, ça peut même être dans une boîte. Ça peut même être intrapreneur, ça peut même être une façon c'est ce qui se passe aussi chez WeVoo et quelque part chez toi. C'est avant tout un regard, une démarche et une énergie qui va ou non avec le fait d'être son propre chef d'entreprise. Donc oui, allez voir les incubateurs, mais sachez que vous pouvez aussi avancer par vous-même. Ok, et bien écoutez, on a fait un tour un peu 360 de tout ce qu'on pouvait aborder sur le lancement, pourquoi et comment y aller. J'espère que dans notre public, franchement, s'il y a 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui me disent grâce à votre live, grâce à Maëva et notre ami de Simple-et-Beau, j'ai lancé mon site internet qui me permet de déclencher mon premier business, etc. On en serait super fiers. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation pour démarrer cette série événements en partenariat avec Madines. Donc en gros, notre public, s'il a des questions sur comment se lancer, etc., peut te contacter. Maëva, comment on te contacte ? On me contacte via LinkedIn, peut-être en mettant un petit mot sur le fait que vous avez vu le live, et sinon il y a mon email mtordo@escp.eu. Ok, super, merci beaucoup Maëva. Et toi Alex, si on veut démarrer sa boîte et ne pas se prendre la tête à perdre du temps, on peut faire le site avec toi via Simple-et-Beau. Et comment on te contacte ? Via LinkedIn, pas que pour créer un site. Mais, on peut déjeuner avec toi. On peut déjeuner avec moi, c'est ça, je fais 2 déjeuners par semaine avec des entrepreneurs. Voilà, écoutez, n'hésitez pas parce qu'à mon avis ta messagerie risque d'être pleine. Ok, je remercie également nos spectateurs, je vois que vous étiez nombreux. Franchement merci, c'est un nouveau format qui nous a demandé beaucoup d'énergie pour rassembler ce line-up de dingue qu'on verra sur l'année. Alors ça c'est juste pour vous, c'est la surprise, c'est qu'en gros on n'aura pas juste 9 épisodes mais on en aura beaucoup plus. En fait on va faire des portraits aussi également d'entrepreneurs pour parvenir sur des thèmes comme le lancement, MVP to scale, le marketing, le business, mais plus pour faire des portraits d'entrepreneurs un peu sur toute leur création d'entreprise. Et puis je voudrais remercier aussi également la régie. Voilà, ce matin pour vous dire, à chaque fois c'est toujours un peu le stress, brancher les caméras, etc. Il y a eu beaucoup de stress et du coup je voudrais embrasser Jen et Alexandra qui ont mis le cœur à l'ouvrage et Marcel qui a lancé la voix. Voilà, alors Marcel Venturino est la personne qui anime l'after produit sur la partie product. Il n'y a rien sans rien, le lancement ça a été d'abord un petit live sur Livestorm, puis ensuite on a acheté des caméras, puis ensuite on a fait l'after produit, puis il y a eu un public qui s'est développé, puis on a acheté un plateau, puis on en est là au backpack. Ça se fait pas d'un coup, on peut reprendre du coup l'image de l'Everest, c'est exactement comme ça. Faut être patient et faut croire à ce qu'on veut faire. Voilà, prochain live, ce sera l'after produit avec Irène Strangic, Head of Product de chez Woodrive et Vincent Colombet, Head of Product de Content Square, le 2 mars à 19h dans la fameuse émission que vous connaissez tous maintenant, l'after produit. Et on revient dans un mois avec le backpacker, avec mon ami Gilles Sadger, qui est le fondateur de Lucas.
Il était hier sur France 2, sur TF1, pour parler justement d'un sujet qui nous est cher, c'est mode de financement, le bootstrap, donc c'est Gilles qui parlera de ça, et Thibaut Hugues Delarose, qui est le CEO de Back Market, qui détaillera justement comment il a levé une des plus grosses levées de l'histoire de France avec son super entreprise. Hâte de les accueillir. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!